Bon, ben merci les vaillants et les vaillantes qui sont là ce soir à cette fin de session, ce mercredi plutôt morne. Mais on va ajouter de la gaieté dans votre soirée en vous parlant de grève générale ici. En fait, ben, ça s'est organisé par le comité étudiant socialiste. Bonjour! Qui est un comité ici à l'UQAM, qui est un comité d'action et de réflexion qui vise à promouvoir l'analyse socialiste, l'analyse marxiste, puis d'organiser aussi des campagnes sur différents sujets qui touchent la réalité étudiante et puis celle des travailleurs et des travailleuses. Et puis c'est organisé aussi en collaboration avec Alternative Socialiste, qui est la branche québécoise du Comité pour une internationale ouvrière, qui est un parti socialiste international dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez suivi l'actualité aux États-Unis, ce qui s'est passé avec la bataille pour le 15$ de l'heure à Seattle, ou ce qui se passe actuellement avec Ferguson. Bref, on est très actifs là-bas. Le CEO aussi, beaucoup d'influence en Afrique du Sud. Et puis à Hong Kong, on a justement le t-shirt de notre section cognaise là-bas sur le mouvement des parapluies, si ça vous intéresse. En fait, ce soir, on va avoir Bruno Pierre, qui va nous parler un peu justement des faits, qu'est-ce qui s'est passé durant les derniers mois en Belgique avec la grève générale, les leçons aussi qu'on peut en tirer. Puis en fait, moi je vais enchaîner après sur le rôle du Parti révolutionnaire dans les mouvements ouvriers, dans les mouvements syndicaux. Je vais prendre l'exemple du Parti socialiste de lutte, qui édite ce journal-là en Belgique, le socialiste, qui est dans le fond la branche belge du Comité pour l'internationale ouvrière. Et puis après, bon, on va passer à une période d'échange, de questions sur justement quelles leçons on peut tirer de cette expérience-là au Québec, comment on peut s'enligner, sur quoi on doit militer. Alors j'invite Bruno Pierre à venir ici. Je vais prendre environ 30 minutes, 30 à 40 minutes pour vous expliquer de façon générale ce qui se passe en Belgique. Et ensuite, comme le camarade Julien l'a expliqué, il va lui aussi prendre environ une vingtaine de minutes, 30 minutes pour vous parler d'une autre thématique et plus précisément de l'action des révolutionnaires belges dans ce mouvement de grève-là. Et ensuite, évidemment, étant donné qu'on n'est pas nombreux, c'est quand même hyper propice à la discussion, commentaires, questions, critiques aussi, etc. etc. Donc, je crois que le topo général de l'introduction générale est fait. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Ça va bien? On peut commencer. Donc, la grève générale en Belgique, quelles leçons pour le Québec? Ça va vraiment être la dernière partie de la présentation, mais juste avant de présenter le plan et avant de rentrer dans le vif du sujet, ça c'est l'affiche d'un des deuxièmes plus gros syndicats belges de la FGTB. Vous voyez tout de suite un peu la différence entre le refusons de l'austérité. C'est la coalition refusons de l'austérité, la grosse manifestation qu'il y a eu le 29 novembre. On débat contre l'austérité, et là le gouvernement il dit nous, on ne fait pas de l'austérité, on fait de la rigueur. Fait que là, vous avez un mouvement social, vous avez des attaques sans précédent sur les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière, genre. Puis, vous êtes pogné pendant une semaine sur un débat sémantique sur c'est-tu vraiment de l'austérité ou vraiment de la rigueur. Vous voyez un peu le genre. Donc, c'était un peu se tirer dans le pied en faisant une grande mobilisation uniquement axée sur un concept idéologique, plutôt qu'y aller littéralement, directement sur la nature et quelles sont les attaques les plus violentes et virulentes. Donc, c'est ce tract-là. C'est la poule choquée qui a vraiment été diffusée largement en Belgique, notamment durant les tracts, notamment pour la manifestation du 6 et aussi un peu tout le long des manifestations et surtout des grèves régionales. Vous avez défendez-vous bec et ongle, on veut vous dépouiller. C'est assez clair, net et direct. Et aussi, surtout, ça c'est important, vous avez, qui touche un peu les trois grandes volontés de réforme du gouvernement qu'on va expliquer un peu tantôt, c'est travailler comme un homme jusqu'à 67 ans pour des cacahuètes, un service minimum au lieu des services publics maximum, se faire ratisser pour un saut d'index et un gel de salaire. Le saut d'index, je vais l'expliquer tantôt, c'est l'indexation des salaires au bout de la vie. Puis au moment où vous voyez Belge a gagné, qui est le seul pays au monde qui ont gardé l'indexation des salaires maintenant. Ben, gardé, en fait, jusqu'à maintenant. Nous, on n'en veut pas. Je vais un peu vous présenter cette affiche-là que je trouvais quand même assez sympathique et claire. Donc, j'ai déjà un peu vendu la mèche, un peu présenté ça durant la première diapositive. Mais essentiellement, aujourd'hui, ce qu'on va voir durant les prochaines minutes, c'est un peu résumer l'austérité socialiste. Là, mêlez-vous pas avec l'étudiant socialiste. L'austérité socialiste, c'est-à-dire, c'est un peu comme le Parti socialiste français, et là, c'est le cas notamment du Parti socialiste belge, que vous pouvez assimiler, grosso modo, dans votre
dans votre fort intérieur québécois ou canadien ou peu importe, avec le Parti québécois ou encore plus proche avec le NPD, c'est-à-dire un parti qui historiquement était socialisant, marxisant, avec des projets de réforme importants qui certaines ont été instaurés et qui, à mesure qu'ils ont goûté au pouvoir, se sont de plus en plus déconnectés du mouvement ouvrier, premièrement déconnectés du mouvement ouvrier et rapprochés de plus en plus du discours dominant et jusqu'à épouser ouvertement le capitalisme et le libéralisme économique. Donc, ce qui était quand même important de présenter avec l'austérité socialiste, l'austérité en fait imposée par le Parti socialiste belge, c'est justement que la crise d'aujourd'hui que connaît la Belgique est tributaire des politiques d'austérité qui ont eu un peu avant. Ce n'est pas uniquement le dernier gouvernement des dernières semaines qui a causé une des plus grosses grèves générales en Belgique minimalement depuis 1960 et une des grandes grèves générales que l'histoire occidentale a connues des 10 dernières années. Deuxième élément, c'est la droite dure au pouvoir. C'est exactement le gouvernement actuel, qui est un gouvernement de coalition entre les chrétiens-démocrates, le NVA flamand et d'autres partis que je vais présenter un peu tantôt. Et ensuite, le nœud gordien de la présentation, c'est la riposte syndicale, qui a présenté un plan d'action à peine quand même assez coriace, assez virulent. Sincèrement, lorsqu'on voit le plan d'action du syndicaliste belge, les militants syndicaux québécois ou même les militants anticapitalistes ne peuvent pas s'empêcher d'être un peu palmés devant le plan d'action que le mouvement ouvrier belge a proposé. Donc on va présenter ce plan-là et ensuite, finalement, pour rapidement présenter quelles leçons pour le Québec. Il y a quand même beaucoup d'enseignements que le mouvement ouvrier belge peut nous donner au mouvement québécois présentement. Est-ce que je vais un peu trop vite? Est-ce que je suis clair? Est-ce que ça va? Okay. Et juste avant, là, ce que je vous parlais, là je fais exprès, c'est mon petit moment égoïste, c'est lorsqu'on vous parlait de trahison social-démocrate ou la trahison des partis sociaux-démocrates au 20e siècle, que ce soit le Parti social-démocrate allemand, le Labour Party britannique, le NPD canadien, le Parti socialiste français, le Parti communiste et socialiste italien, le Parti socialiste ouvrier espagnol, etc., 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 tous ces partis-là ont trahi. Et notamment le Parti socialiste belge, qui pourtant était quand même bien parti. La charte de Carignan en 1894, qui a été adoptée par l'ancêtre du Parti socialiste belge, qui était le Parti ouvrier belge, est quand même hyper intéressant. Je vais juste succinctement vous lire quelques lignes justement de la charte de Carignan, qui est comme le fondement du mouvement ouvrier socialiste belge à la fin du 19e siècle, pour tout simplement vous mettre en contradiction les ajustements d'aujourd'hui des partis sociaux-démocrates et plus particulièrement du Parti socialiste belge. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, et je vous le mets, c'est pas uniquement un fétichisme d'historien, c'est quand même un texte hyper intéressant, même encore aujourd'hui, même très progressiste et moderne. La première phrase, c'est « Les richesses en général, et spécialement les moyens de production, sont ou des agents naturels ou le fruit du travail, manuel et cérébral, des générations antérieures, aussi bien que de la génération actuelle. Elles doivent par conséquent être considérées comme le patrimoine commun de l'humanité. » Déjà, juste intégrer le travail intellectuel à la fin du 19e siècle, c'est quand même une nouveauté hyper intéressante. Le droit à la jouissance de ce patrimoine par des individus ou par des groupes ne peut avoir d'autre fondement que l'utilité sociale et d'autre but que d'assurer à tout être humain la plus grande somme possible de liberté et de bien-être. La réalisation de cet idéal est incompatible avec le maintien du régime capitaliste qui divise la société en deux classes nécessairement antagonistes, l'une qui peut jouir de la propriété sans travail, l'autre obligée d'abandonner une part de son produit à la classe possédante. Les travailleurs ne peuvent attendre leur complet affranchissement que de la suppression des classes et d'une transformation radicale de la société actuelle. Et ça poursuit, et je vais aller juste à la fin rapidement. Donc, le Parti ouvrier réclame qu'il considère comme le représentant non seulement de la classe ouvrière, mais de tous les opprimés sans distinction de nationalité, de culte, de race ou de sexe, que les socialistes de tous les pays doivent être solidaires, l'émancipation des travailleurs n'étant pas une œuvre nationale mais internationale, que dans leur lutte contre la classe capitaliste, les travailleurs doivent combattre par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, et notamment par l'action politique, le développement des associations libres et l'incessante propagation des principes socialistes. Ça, vous pouvez trouver ce texte-là encore aujourd'hui sur le site du Parti socialiste belge. C'est bon? Et là, on va démonter
qu'est-ce qui est rendu le socialisme belge? Qu'a-t-il fait dans les dernières années? Vous avez la domination du Parti socialiste belge a duré environ 26 ans, mais a été un acteur déterminant, soit dans des gouvernements de coalition ou autres, pendant environ à peu près une quarantaine d'années. C'est une hégémonie du Parti socialiste belge pendant des décennies. Et cette hégémonie-là s'est terminée durant les avant-dernières élections de 2010-2011 et littéralement en 2014. Mais juste un retour en arrière, le Parti socialiste, un peu comme, on peut quand même faire un léger parallèle avec, par exemple, Lucien Bouchard et le déficit zéro, là, un parti historiquement progressiste décide de virer capot et d'instaurer des mesures et de devenir ultra-libéral et d'épouser le néolibéralisme et les politiques capitalistes. Vous avez donc la crise de 2008 qui a frappé, comme partout en Europe, très durement en Belgique. Vous avez eu notamment de 2008 à 2009 deux gros événements qui se sont déroulés en Belgique qui ont scandalisé l'opinion publique et qui ont de plus en plus préparé la rupture du mouvement ouvrier belge historiquement attaché avec le Parti socialiste. Un de ces premiers trucs-là, c'était notamment, et là je nomme uniquement un exemple, mais je peux donner des dizaines et des dizaines d'exemples, ça a été le sauvetage des banques. La Belgique, comme partout ailleurs, ont également sauvé les banques, notamment uniquement une banque, juste pour donner un exemple, une banque qui est la banque qui est Dexia, a été sauvée à hauteur de 4 milliards de dollars, ce qui est immense. Et au même moment qu'on sauvait Dexia, on laissait pourrir et tuer la sidérurgie belge. Le secteur sidérurgique belge, du métal, etc., est un secteur historique de la Belgique. Un des fondements de l'industrie lourde belge était la production et la transformation de l'acier, notamment en Wallonie, dans les régions notamment de Liège, plus particulièrement, la section francophone de Belgique, qui ont laissé, justement, c'est ça, mais ont laissé pourrir et tuer cette industrie-là. Là, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs qui se sont retrouvés pratiquement du jour au lendemain sans emploi ou en menace de se faire expulser, de se faire mettre à la porte. Et, anecdote intéressante, une des grandes compagnies qui a décidé de fermer ses portes était ArcelorMittal. ArcelorMittal, vous avez peut-être vu la publicité à TVA, là, mais c'est une des grandes compagnies qui sont présentement dans le Grand Nord en train d'exploiter les ressources naturelles, jusqu'aux dernières nouvelles. C'est exactement la même compagnie. Et vous avez eu une mobilisation quand même relativement importante du mouvement ouvrier belge, notamment des métallos qui réclamaient la nationalisation de l'outil. La logique était, vous avez les capitaux, mais les outils, les machines sont à nous. Il y a une carrière assez agressive et assez importante et des grèves, notamment dans la région de Liège, et une mobilisation ouvrière hyper importante pour sauver la sidérurgie belge et notamment sauver les outils puis les usines et proposer, forcer de nationaliser. C'était le PS qui était au pouvoir à cette époque-là et la FGTB a un peu la bureaucratie syndicale, les hauts dirigeants syndicaux, littéralement un peu fait un deal un peu broche à foin. Parce que la principale revendication était ne détruisez pas l'outil, ne démontez rien, gardez les outils tels qu'ils sont. Mais là, les outils, on s'entend, c'est des immenses machines, etc., etc. Puis, pour aller rapidement, le deal a été que tout le monde s'est fait mettre à la porte, mais ils gardaient 2-3 personnes juste pour ne pas tuer la machine. C'est bon? Pourquoi? Parce que si dans les processus, on ne rentrera pas là-dedans, mais dans les processus de solidification du métal, si la machine cesse, que le métal est plus liquide et devient solide, la machine est brise. Mais bon, on ne rentrera pas là-dedans. Mais c'est un exemple de trahison de la haute direction syndicale à coquiner justement avec le pouvoir en place, qui était à l'époque le Parti socialiste. Vous avez eu ensuite rapidement la crise politique de 2010-2011 qui a fait en sorte que pendant un an, la Belgique s'est retrouvée sans gouvernement. C'est quand même pas une anecdote, là. Pendant un an, vous avez une crise politique sans précédent dans l'histoire politique belge, c'est-à-dire sans gouvernement pendant un an, c'est-à-dire incapable de trouver les alliances nécessaires avec les autres partis politiques pour assurer un gouvernement viable. Malgré tout, ils ont fini par réussir, le socialiste est resté au gouvernement avec des alliances et pendant 2 ans, les 2 années par la suite, ont gouverné la Belgique et instauré plein de mesures d'austérité, chacun à leur tour. Donc, le Parti socialiste s'est discrédité durant la crise depuis 2008, mais même avant évidemment, mais 2008 ça a vraiment accéléré le discrédit du Parti socialiste et propulsé en avant-plan un autre parti politique qui est le NVA, qui est le parti nationaliste, indépendantiste, conservateur, très à droite, flamand, qui aujourd'hui forme le nouveau gouvernement de Belgique.
Pour aller rapidement, vous avez eu les dernières élections le 25 mai 2014 et tergiversation après tergiversation, vous avez eu la formation du nouveau gouvernement environ autour du 11 octobre 2014. Ce nouveau gouvernement-là est représenté par, ici c'est tous les partis politiques qui sont dans le gouvernement, qui forment environ 85 députés sur 150 députés. Vous avez le mouvement réformateur, qui est un parti libéraux wallon, c'est-à-dire francophone. Vous avez le New Vlaams Alliance, qui est justement le NVA, c'est le parti montant. Au début des années 2000, le NVA faisait à peine 5%, à peine. Aujourd'hui, c'est le parti le plus nombreux, le plus populaire, le plus fort en Belgique, avec autour de 30% et très virulent. Grosso modo, la ligne du NVA, c'est les Flamands n'auront pas à payer pour les chômeurs wallons. Une des prétentions indépendantistes du nationalisme flamand, c'est le fait que c'est une volonté consciente et clairement énoncée de détruire l'État social fédéral belge, littéralement. On ne veut rien avoir à faire avec cette gang de chômeurs-là, de chômeurs wallons-là, etc., etc. Vous avez celui-là, je ne le nommerai pas, mais on va se contenter de dire le CDV, Vlaams, en passant c'est flamand, en flamand. Mais le CDV, qui est le parti chrétien-démocrate, qui lui était dans la coalition avec le Parti socialiste auparavant et que là, il s'est retrouvé avec le NVA. Vous avez aussi le Open Vlaams libéral and démocrate. Désolé. Ça, c'est tout simplement un petit parti libéraux flamand, qui lui est un peu une guidoune. Il était avec le Parti socialiste des fois, avec le NVA, etc., 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 etc. Donc, c'est ça qui est présentement au pouvoir en Belgique. Ça, c'est la droite dure. C'est du jamais vu depuis des décennies et des décennies, depuis les années, je pense, au moins les années 50. Même avant ça, même avant ça, en tout cas, peu importe. Et ce gouvernement-là a clairement mis cap sur table, déjà durant les campagnes, les années précédentes, pendant que le PS imposait des mesures d'austérité, cette opposition-là, notamment le NVA, il disait « vous n'allez pas assez loin, vous n'allez pas assez loin, etc., 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 etc. » Donc, c'est ça que le gouvernement s'est ramassé avec. Le gouvernement, c'était pas une phrase complète, ça. Avec quoi le peuple belge s'est ramassé, notamment causé par le discrédit du Parti socialiste. Donc, très rapidement, ce gouvernement-là a déjà affiché ses couleurs en campagne électorale, durant l'été, mais a vraiment fait une annonce des réformes imposantes au début du mois d'octobre. Et on va les passer en rafale, mais c'est assez, ça s'attaque à tout et ça frappe partout. Et j'ai peut-être pris un dixième des réformes et des mesures annoncées. Ici, vous avez quand même qui résume un peu toutes ces réformes-là. C'est un tract de la GTB, qui est tout simplement un gouvernement sourd pour les travailleurs et les bénéficiaires d'allocations, chômeurs, etc., 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 mais généreux pour les employeurs et les nantis. Je pense que ça fait quand même écho à ce qui se passe ici aujourd'hui. Donc, les mesures en vrac, vous avez un gel des salaires général. Vous avez aussi la deuxième mesure quand même assez violente, c'est menace de remplacer les barèmes liés à l'expérience par un système individualisé lié à la productivité et à la compétence. Ça ferait saliver François Legault, ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire détruire l'ancienneté pour favoriser les individus compétitifs. Et évidemment, un travailleur ou une travailleuse de 55 ans a d'excellentes chances d'être moins productif sur une chaîne de montage qu'un jeuneau de 22 ans. Est-ce qu'il mérite moins pour ça? En tout cas, la question se pose. C'est une des mesures qui fait vraiment beaucoup mal en Belgique. Le deuxième, c'est un nouveau mécanisme pour modifier l'index. Je l'ai tout simplement souligné tantôt, mais la Belgique est le seul pays au monde qui ont gardé, c'est l'indexation des salaires au coût de la vie. C'est-à-dire que vous avez, c'est quand même on va faire une conférence de 2 heures juste là-dessus, mais pour résumer, vous avez en Belgique, l'État développe des mécanismes, c'est-à-dire des mécanismes pour déterminer les salaires des gens. C'est-à-dire que les salaires des gens augmentent en conséquence de l'augmentation du coût de la vie. Mais le Parti socialiste a déjà un peu grugé, et depuis 10 ans, le Parti socialiste essaie de modifier l'index, de ratourer l'index pour que les augmentations soient le plus faibles possible. Fait que, par exemple, plutôt d'avoir une augmentation de salaire de 5 %, ils vont tout faire pour faire que ça soit 1,2 %, etc., etc. Là, ce gouvernement-là va faire exactement la même chose, mais en plus d'un gel des salaires, ce qui impose, qui balaie du revers de la main de facto l'index, ils vont encore introduire d'autres modifications pour empêcher ce calcul-là de monter, notamment en excluant le prix de l'essence et en excluant le tabac du coût de la vie. Vous avez une nouvelle limitation des allocations d'insertion pour les jeunes ayant quitté l'école.
pour les jeunes ayant quitté l'école avant 21 ans et non qualifiés, et pour ceux qui feront la rentrée sur le marché du travail après 25 ans. Donc, toutes les personnes qui ont décidé de voyager pendant 4 ans durant leur vie sans nécessairement aller travailler vont être pénalisées d'une façon ou d'une autre par certaines mesures. Vous avez aussi l'obligation d'accepter du travail en dehors du rayon des 60 km de son domicile. Mesure pour les chômeurs. Ça rappelle clairement des mesures du gouvernement un peu par rapport à l'assurance chômage. Et là, ici, ça, c'est assez trash. Là. Service d'intérêt général obligatoire, travail forcé pour les chômeurs de longue durée et les personnes bénéficiant du revenu d'intégration. Et il y en a d'autres. 7,1 d'allocation en moins pour ceux qui deviennent chômeurs temporaires, 65 du salaire au lieu de 70, attaque contre les travailleurs à temps partiel, la pension, justement à 67 ans, et une série de mécanismes pour compliquer l'arrêt de travail et la prise de la retraite, exactement ce que le gouvernement Coiteux a annoncé hier ou avant-hier, et aussi retour au travail forcé après 3 mois. Ça, c'est si vous avez un accident de travail, là, vous allez pas être en chaise roulante, être déprimé à mort, etc., 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 etc. Après 3 mois, c'est fini, vous retournez travailler. Vous voyez un peu le climat de travail que ça peut créer. Réduction considérable du financement du système public, santé et éducation, exactement ce qui se passe ici. Et aussi, laisser aller des infrastructures publiques. C'est tout simplement de cesser de financer l'infrastructure publique jusqu'à temps que ça pète. Puis, on demande au privé de prendre la relève pour ce système-là. Et en Belgique, c'est notamment le cas de la SNCB, qui est la Société nationale des chemins de fer belge, qui est un service, qui est une propriété d'État qui assure le transport ferroviaire. Hyper populaire en Belgique pour le transport, c'est les autobus là, en Belgique, les trains. C'est hyper fondamental. Et la route, en route directement vers la privatisation, pardon. Grosso modo, si on résume, c'est plutôt que de miser sur une relance basée sur l'augmentation du pouvoir d'achat de la majorité. Le gouvernement Michel mise sur l'investissement privé, là, les subventions de l'État aux entreprises, la souplesse du marché de l'emploi, on s'entend, c'est attaque contre les travailleurs et les conditions de travail, et la destruction de l'État comme acteur économique. On dirait que on pourrait parler de la situation actuelle. Donc, là, on arrive en bout de le fun. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Est-ce que ça va bien? J'ai fait exprès d'aller un peu vite, là, parce que... Donc, le mouvement ouvrier belge n'a pas attendu, tergiversé très longtemps pour connaître la nature de ce gouvernement-là et de décider de s'organiser et de tenter d'infléchir la politique de ce gouvernement-là. Juste avant d'expliquer ce qui s'est passé concrètement, on va au moins expliquer un peu les acteurs en place. Vous avez 3 syndicats en Belgique. Le premier, c'est la Confédération des syndicats chrétiens, très puissant, notamment en Flandre, du côté flamand, qui représente 1 700 000 membres. Historiquement, la Confédération des syndicats chrétiens a été créée justement en réaction au deuxième syndicat ici en dessous, qui est la FGTB. C'est un peu la querelle FTQ-CSN des années 50-60. Le deuxième syndicat, qui est 1 500 000 membres, c'est la Fédération générale du travail de Belgique. C'est le syndicat qui a été lié comme ça avec le Parti ouvrier belge et le Parti socialiste pendant des décennies et des décennies. Et depuis quelques années, on assiste à une rupture lente, mais quand même existante, avec les liens avec le PS. Et vous avez un autre plus petit syndicat, qui est quand même presque le nombre de personnes de la CSN, là, qui est la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique. Ça a l'air un peu plus ou moins excitant comme syndicat, là, des syndicats libéraux, mais vous avez des syndicats locaux de ce syndicat-là, quand même hyper combatifs, hyper militants, notamment dans le secteur des services, dans les petits commerces de vente de détail notamment. Et donc, malgré toutes les divisions historiques de ces 3 centrales syndicales-là, ils se sont très rapidement unis pour lancer un mouvement commun contre le gouvernement Michel et la politique du gouvernement belge. Essentiellement, vous avez près de la moitié des salariés qui sont syndiqués sur une population active de 5,15 millions de travailleurs. Ça fait du monde à la messe. Donc, c'est tous ces gens-là qui ont été mis en branle pour construire la grève générale en Belgique. La petite phrase qui est « les chiens du PS sont lâchés », ça c'est quand même important. On peut glorifier la grève générale et l'action spontanée de la classe ouvrière, tatati, tatati, tatata, mais il faut quand même comprendre les réels, les acteurs géopolitiques concrets et réels, dont notamment, je vous ai expliqué un peu précédemment sur la campagne de nationalisation d'outils.
que la FGTB avait fait un deal avec le Parti socialiste pour un peu calmer le jeu des travailleurs et les étouffer. Il avait fait ça parce que qui était au pouvoir, c'était le Parti socialiste belge. Sauf que là, ce nouveau gouvernement-là et le Parti socialiste qui se retrouve dans l'opposition pour une des premières fois depuis des décennies, toute l'aile gauche du Parti socialiste belge, pour la première fois de leur vie, les chiens enragés, syndicalistes, qui sont encore dans le parti, sont dans le Parti socialiste, mais eux autres, ils l'aiment bien, la Charte de Caragnon, c'est ce genre d'individus-là, qui ont des postes dans les instances de la FGTB, notamment. Là, pour la première fois de leur vie, à place de se faire dire « tais-toi » et « calme-toi » et « calme le jeu », là, ils se sont fait lâcher. Donc, le lien dans la construction de la grève générale en ce moment, avec justement le fait que le PS se retrouve dans l'opposition, n'est pas un hasard. Il fallait quand même au moins le souligner. Donc, le Front commun intersyndical s'est construit dès les annonces des premières mesures au début du mois d'octobre et ont fait les 3 syndicats se sont mis ensemble et déclenché un vaste mouvement d'assemblée générale durant un mois partout sur tous les lieux de travail pour discuter d'un plan d'action et aussi discuter des revendications à mettre de l'avant pour ce mouvement-là. Ils se sont entendus sur 4 grands principes qui est la sauvegarde et le renforcement du pouvoir d'achat, la préservation d'une sécurité sociale forte, l'investissement dans une relance et des emplois durables contre la précarité, etc., et une vraie justice fiscale. Donc, ils sont partis là-dessus et vous avez eu des assemblées générales pour prendre le pouls des travailleurs. C'est bien beau, c'est vraiment une décision. Habituellement, dans les grèves générales, notamment en Belgique, vous avez eu une immense grève en 1960. C'était littéralement les travailleurs qui étaient partis comme des fous contre la décision de la direction syndicale pour étendre la grève générale. La direction syndicale, dans les années 60, avait dit, on dit, OK, il y a une grève générale, ça faisait 2 jours qu'il n'y a rien qui fonctionnait dans le pays. Vous voyez un peu le genre. Sauf que là, le cas qui est spécifique à la Belgique en ce moment, c'est vraiment une décision qui vient d'en haut. Donc, les assemblées générales ont vraiment été utilisées pour voir est-ce que les travailleurs sont prêts, est-ce que les travailleurs sont vraiment, travailleuses, assez choqués pour y aller, et évidemment que oui. Donc, ce qu'ils ont donc proposé, c'est un plan d'action qui s'arrête au 15 décembre et qui ne s'arrête pas là. Le plan d'action était le 6 novembre 2014, manifestation nationale. Le 24 novembre 2014, ça a été annoncé dès la fin du mois d'octobre. Grève tournante, province du... On va se mettre de l'autre côté. La province du Hainaut, du Luxembourg, du Limbourg et d'Anvers, flamand, wallon. Après ça, le 1er décembre, grève tournante province de Namur, Liège et la Flandre occidentale et orientale, et grève tournante de province du Brabant flamand, Brabant flamand et Brabant wallon et Bruxelles. Là, ça, c'est vraiment genre le cœur et le noyau de la Belgique. Et toutes ces journées-là ont servi et ont été utilisées pour préparer les gens à construire et à faire que le 15 décembre 2014 soit une réussite totale, qui a été la grève nationale qu'on a connue justement lundi dernier. Là, on va rapidement passer en vrac le constat de ces quatre dates-là quand même assez intéressantes. Le 6 novembre, vous avez eu une manifestation qui a regroupé environ 120 000 personnes dans la rue de Bruxelles. C'est la plus grosse manifestation que la Belgique a jamais connue depuis au moins 28 ans. Vous avez eu, notamment, mais en même temps, ce que les médias ont parlé, il y a eu des heurts quand même assez violents entre la police et les dockers, les débardeurs d'Anvers. Les débardeurs d'Anvers, en Flandre, ont la réputation que les cols bleus de la ville de Montréal ont au Québec, c'est-à-dire des thugs. Des toughs, puis quand il y a un problème, eux, ils arrivent avec la batte de baseball, puis etc. C'est la réputation que les débardeurs d'Anvers ont en Belgique. Donc, évidemment, c'est les dockers d'Anvers qui ont provoqué les policiers, blablabla, blablabla. Et le 120 000 personnes qui été complètement ostracisées dans l'ensemble des médias belges. Tout le monde a comme fixé sur le char renversé. Ça, vous connaissez la gamique, hein? On l'a tous vécu personnellement à un moment donné ou à un autre. Un peu le classique. Mais la citation qui est intéressante, c'était que vous avez une déclaration de Robert Sénéchal, secrétaire des métallos Wallonie-Bruxelles du Hainaut occidental, par rapport à la manifestation du 6 novembre, quand il mobilisait pour le 6 novembre. Puis il dit, dans une interview, les travailleurs ne voulaient pas participer à une autre manifestation, mais une marche dans le cadre d'un vrai plan d'action, les gens étaient pour. C'est-à-dire qu'une manif qui se finit après, puis on ne sait pas ce qui se passe après, à quoi ça sert, à quoi bon, je m'en fous. Mais si ça s'inscrit dans un mouvement général,
qui arrive avec un but, avec un objectif et un but, ça mobilisait beaucoup plus les gens étaient davantage intéressés. En termes pour préparer ça, vous avez eu 3 journées. Vous avez eu, dans chaque région, là, j'y vais en vrac pour prendre un peu des wrap-up, des faits saillants de chaque journée, mais il faut que vous soyez conscient que ce qui s'est passé, par exemple, dans le Limbourg le 24 novembre, c'est passé à Liège le 1er décembre et c'est également passé dans une autre province, à Bruxelles, le 8 décembre. Ça, c'est important quand même à souligner. Mais ce qui s'est passé est quand même hyper important. Donc, le 24 novembre, dans les régions citées précédemment, dans 3 régions citées précédemment, les trains et les autobus ne fonctionnaient plus. Vous avez des piquets devant les entreprises et les aéroports. Vous avez des piquets et surtout, vous avez des piquets intersyndicaux. Lorsqu'on voit les vidéos justement sur les grèves belges, c'est très facile. Les syndicats chrétiens sont en vert, la FGTB sont en rouge, puis ils ont toutes des jackets, là, et les syndicats libéraux sont en bleu. C'est quand même intéressant. Fait que vous voyez très bien, quand ils font des piquets intersyndicaux, les forces en présence. Mais ce qui était très intéressant, c'est que quand les piquets intersyndicaux, ils bloquaient les zonings industriels et commerciaux. Donc, vous avez soit un syndicat qui bloquait une entreprise, ou plusieurs syndicats qui bloquaient des quartiers au grand complet. C'est comme, par exemple, la FTQ puis la CSN se mettre ensemble pour bloquer le boulevard Tachereau. Zoning commercial. Vous voyez le genre? C'est exactement ça qui s'est passé partout en Belgique, à 4 reprises depuis les dernières semaines. Vous avez aussi littéralement des blocages des routes et des autoroutes. Parfois, c'était des blocages durs, des blocages totaux, c'est-à-dire ici, ça passe pas, puis c'est fini là, ou des blocages flottants, c'est-à-dire que les gens faisaient juste donner un tract à chaque automobiliste, discuter un peu avec eux et le laisser passer. Et ça, c'était un peu laissé à l'initiative des piquets eux-mêmes, si c'était dur ou plus souple. Il y avait aussi également le service minimum dans les hôpitaux et les prisons. Le service minimum, c'est littéralement la loi des services essentiels qu'on a ici. Et, fait saillant du 24 novembre, le plus grand port d'Europe a été fermé. C'est le port d'Anvers. C'est le plus grand port de la mer du Nord. Ce n'est pas un détail à négliger. Vous avez aussi l'industrie technologique souffrait lundi d'une perte de production importante. Ça, c'est tous des articles sur la RTBF, la radio belge, désolé. Et aussi l'autre citation, c'est Agoria, c'est une fédération de chambres de commerce, là, en tout cas, des boss. Ce sont surtout les grandes entreprises de production orientées vers l'exportation et en concurrence avec l'international qui paient le plus lourd tribut. Après la manifestation du 6 novembre, de nombreuses entreprises vont, pour la 2e fois, perdre 100% de leur production. C'est très intéressant, ça. Donc, comme je vous ai dit, le 1er décembre, c'est exactement la même chose qui s'est passée, mais dans d'autres régions de Belgique. Vous avez, j'en ai parlé un peu, vous avez les centres d'achat qui sont fermés. Par exemple, les épiceries sont fermées. Ça, c'est super intéressant. Vous avez un gros parking, puis vous avez tous les caddies. Vous voyez, vous avez tous déjà fait l'épicerie, là, ouais. Donc, ils prennent tout simplement les carrosses d'épicerie puis ils bloquent le parking. Point. Mais tu sais, nous, avant que les tuacs fassent ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre un certain temps. Vous avez aussi le service de poste qui est arrêté et le service des ordures. Et aussi, dans les prisons, obligé d'avoir recours à des renforts policiers parce que uniquement un agent sur 3 est rentré à son poste dans les prisons. Donc, il est obligé d'appeler la police pour faire la job de gardien de prison. Et pour vous donner 2 exemples, en Flandre orientale et occidentale, qui n'est pas considérée comme étant l'avant-garde prolétarienne de la Belgique, c'est quand même des régions, à part la ville de Ghent, c'est quand même très tranquille, là, la Flandre occidentale et orientale, et malgré tout, vous avez la mobilisation de 10 000 militants et militantes pour assurer justement les blocages, etc., etc. Il y a eu une participation et une organisation très importante dans ces régions-là qui sont considérées historiquement comme moins militantes. Vous avez, là évidemment, les patrons flamands minimisent des actions de grève qui déclarent, mais les patrons flamands, eux, minimisent les conséquences de la grève en Flandre, puisqu'elle leur a affecté, selon eux, 20 et 30% des entreprises des 2 provinces flamandes. Ce qui est quand même intéressant comme impact économique. Et ça, on va passer outre, mais c'est une vidéo que je voulais vous montrer, mais je ne vous montrerai pas nécessairement celui-là, je vous en montrer un autre. Mais un peu pour vous montrer rapidement un petit vidéo. Ce ne sera pas très long, rassurez-vous. Oh ouais, c'est une publicité.
Ah Nouvelle journée de grève, donc au programme. 4 provinces sont touchées ce lundi avec Liège et Namur côté francophone. Premier lieu visé par les grévistes, les zonings industriels et les accès routiers avec des bretelles de l'autoroute 40 envahies. Petit tour d'horizon avec Eric Destiné. 6 h ce matin, des grévistes bouclent le feu à des palettes de bois sur l'autoroute E40 à l'entrée du zoning industriel des Hauts-Sarres. Résultat, des kilomètres de fil, premier point noir de la matinée. Ici, personne n'entre. À chaque accès, à chaque rond-point, c'est le blocage. Mon délégué nous a demandé de participer pour qu'on soit le plus possible et pour bien bloquer tout le zoning. Quelques kilomètres plus loin, à la sortie de l'autoroute, les grévistes organisent des barrages filtrants. Ben, au bloc, on essaye de faire comprendre aux gens qui essayent d'aller travailler que ça ne va pas. Et c'est eux qui doivent essayer de comprendre que nous, on est là pour justement faire changer les choses. Parce que le gouvernement, il veut vraiment nous mettre à rien du tout. On prend toujours pour les petits et on prend jamais pour les gros. Donc c'est les gros qui doivent payer, c'est ceux qui sont riches qui doivent payer, pas nous les ouvriers. On prend son mal en patience, bien sûr, avec le sourire. Ben, la Belgique va mal, donc il faut bien que ça s'arrange un jour, donc faut bien que ça bouge, donc voilà. C'est pas possible d'aller travailler avec des bouchons comme ça. C'est impossible, je vais rentrer à la maison. Votre entreprise ne fait pas grève? Ben non, petite entreprise, j'ai besoin de manger ma tartine tous les jours, je ne peux pas me permettre de faire grève. À l'entrée du parc scientifique de Saint-Yvan, le rond-point est aussi aux mains des grévistes. Qu'on essaie de pas d'embêter les gens, de vous conscientiser, de vous sensibiliser. Et nous, ce que nous demandons, c'est de véritable concertation et enlever toutes les mesures antisociales. Bonne route ce soir. Je ne suis pas contre le fait de faire grève, mais moi je pense qu'on cible encore les mauvaises personnes. Pourquoi est-ce qu'on n'empêche pas les gens du gouvernement, les ministres d'aller travailler, eux, qu'on les bloque chez eux, un jour, 2 jours, 3 jours, et puis ils vont se rendre compte peut-être de l'effet. Si certains comprennent, d'autres perdent patience. Je vais aller travailler, moi je vais Moi, la prépondérance médiatique aux gens qui peuvent En pas province aller de Namur aussi, les parcs d'activités économiques étaient à l'arrêt, comme ici à Rennes, où les leaders syndicaux ont entamé leur tournée des piquets. Nous demandons que le pouvoir d'achat des travailleurs qui a déjà été durement touché dans les années précédentes soit sauvegardé, que la liberté de négociation collective soit sauvegardée, que la sécurité sociale qui reste ferment important de cohésion, soit elle aussi dotée d'un avenir. Si le gouvernement n'entend pas le signal après la manifestation où il y a eu plus de 120 000 personnes, l'action du 24 novembre, celle d'aujourd'hui, c'est que vraiment ils n'ont pas envie de la concertation. Le mouvement devrait se poursuivre toute la journée dans les provinces de Liège et de Namur. Ça vous donne un peu un petit idée de l'ambiance et ça vous permet aussi de voir un peu les comparaisons du traitement médiatique quand il y a des actions syndicales ici, puis qu'il y a des actions syndicales là-bas qui sont quand même assez comparables. Il y avait un reportage que j'avais vu sur France 5, je sais pas trop, c'est un reportage de 15 minutes qui essayait uniquement de trouver la seule personne qui avait dans le train ce matin-là qui ne pouvait pas aller travailler. Pendant 15 minutes, c'est un topo sur comment on fait pour ne pas se rendre à Bruxelles parce que c'est la grève. Vous avez des centaines de travailleurs dans la rue, mais vous n'avez pas nécessairement l'idée d'aller les interviewer eux pour savoir ce qui se passe. C'est quand même un peu la comparaison ce qui se passe, c'est quand même assez frappante. Donc, ça, c'est la journée du 1er décembre. Vous avez exactement la même chose le 8 décembre dans d'autres régions. Et là, c'est vraiment la capitale de Bruxelles qui a été littéralement fermée pendant plusieurs heures. Et notamment dans le Brabant flamand, vous avez 136 entreprises qui étaient littéralement bloquées et fermées également. Et ça, j'ai déjà un peu commencé à en discuter. C'est les médias vont miser sur la perturbation des transports et sur le droit au travail. C'est vraiment la ligne, la totalité des médias belges. C'est le fait que vous avez le droit à la grève, mais nous, on a le droit d'aller travailler. Les pauvres qui veulent, les gens qui veulent aller travailler ont le droit d'aller travailler. Évidemment, vous avez le droit de faire la grève tant aussi longtemps que ça ne dérange personne quand l'objectif principal d'une grève générale, c'est de déranger. Bon, c'est un peu ça l'idée. Mais ce qui est hyper intéressant, et ça c'est une première, surtout considérant que vous avez l'arrivée au pouvoir d'un parti nationaliste hyper acnieux qui souhaite volontairement la mort de la Belgique fédérale, mais le mouvement est tellement général, justement, que les médias sont incapables de taper, justement, sur les divisions entre les Flamands et les Wallons. Par exemple, durant la grève
de l'hiver 1960, mais ça c'est récurrent récemment ou même dans les années passées, c'est que ce n'est qu'un truc des ouvriers wallons. Ça ne concerne pas les travailleurs flamands. Les travailleurs flamands sont respectables et honnêtes et blablabla. Blablabla. Mais pour une première fois, ce commentaire-là n'existe pas. Ce commentaire-là a disparu justement par la force du nombre et par l'aspect justement réellement général des mouvements de grève en Belgique. Oh oui, bah. Sur l'affiliation syndicale est libre, elle n'est pas liée à l'entreprise, mais justement, entre les socialistes, les libéraux et les chrétiens, quand tu évoquais le fait que les piquets étaient, par exemple, multi-affiliation, mais c'est parce que dans une même entreprise, tu peux justement avoir les trois syndicats. Ça, c'est une bonne question parce qu'en France, c'est comme ça. En Belgique aussi. T'es sûr, ouais? Oui. C'est une affiliation individuelle. C'est pour ça qu'il y a un... C'est pas la formule RAND, genre? Non, c'est ça. Ça, c'est juste aux États-Unis et au Québec. Mais du coup, forcément aussi, on a un droit de grève qui n'est pas... qui est comme n'importe quand. Oui, bien, eux, c'est clair que ce type de mouvement-là, ici, rentre de facto dans l'illégalité, ce qui n'est pas leur cas. Oui, c'est ça. Tandis qu'eux, ça dépend jusqu'où ils vont, puis le type d'action qu'ils font. Mais ça, c'est une grève politique pure. Ouais. C'est le gouvernement annonce, tout le monde sort. Ouais. Mais en même temps, vous avez, ça, c'est un autre point que j'aborde absolument pas. C'est vraiment toutes les volontés de réguler justement ce genre de truc-là. Les lois contre ce type de mouvement-là devrait arriver comme en janvier. Déjà là, ça discute dans certaines factions du gouvernement, c'est clair. C'est vraiment, c'est en jeu. De les empêcher d'utiliser moins d'impression quand ils veulent. Genre. Ouais. Et vous avez l'apothéose le 15 décembre dernier, qui est lundi passé. Vous avez eu exactement la même chose, mais partout en même temps, c'est-à-dire partout. Et là, les blocages qui étaient mous, si on peut dire, ou fluides, sont devenus durs. Là où il y avait uniquement du piquetage devant un aéroport, là, les avions ont arrêté de décoller. L'aéroport de Bruxelles ne volait pas. L'aéroport ne volait pas, mais les avions de l'aéroport de Bruxelles étaient arrêtés pour une durée quand même assez longue. Vous avez aussi plusieurs médias qui étaient en grève. Ça, c'est très intéressant. Je me rappelle pas si j'avais vu ça. Je me rappelle pas si c'était une station de radio ou de télévision. C'était la première qui ont comme diffusé pendant 24 heures une programmation musicale là, ininterrompue. Les journalistes travaillaient pas. Puis quand j'essaie de trouver les informations, le 15 dans l'après-midi, il y a un décalage de 6 heures. En tout cas, peu importe, c'était difficile. C'est le lendemain que les informations ont vraiment arrivé de façon plus importante. Et vous avez aussi le cas de Raymond. Ça, c'est présentement, depuis les derniers 48 heures en Belgique, vous avez un tollé médiatique complètement ridicule. Si vous avez des amis belges, il y a des bonnes chances que vous avez vu un meme sur Facebook qui fait l'éloge de Raymond. Et ça, je l'ai pris justement sur la page Raymond, syndicaliste belge, Working Class Hero. Ce qui est arrivé avec Raymond, c'est que, la madame ici avec un petit médaillon, là. Ce qui est arrivé, c'est à Namur, une ville de Wallonie, dans un centre d'achat, on se l'a dit tantôt, les centres d'achat, les galeries marchandes, les centres d'achat ferment. Donc, vous avez comme ici le laver, le Target, les travailleurs, ils mettent la clé dans la porte, puis c'est fini là. Sauf, il y a un magasin qui ne s'est pas arrivé. Puis là, Raymond était choqué. Puis là, il y a une vidéo qui s'est ramassée sur, je pense que c'est Dailymotion. Là, ça a fait le tour. Puis là, les médias, ça a fait les choux gras des médias. Ça, à la limite, ça a quasiment été ça. Là, le pays au complet est mort. Arrêté. Il n'y a personne dans les rues à part ses piquets. Ça ne fonctionne pas. Mais ce qu'on voit à la télé, c'est Raymond qui, choqué, prend du linge pour faire ça de même. Genre. Et ça a fait un immense tollé sur la violence du mouvement syndical, belge, blablabla. Sauf dans la déclaration de Raymond, qui est très intéressante pour nous, elle dit, quand elle se fait interviewer, on a fait ça qu'il y a dans 2 magasins sur plus de 300. Ça veut dire que 298 commerces ont fermé volontairement leurs portes la journée de la grève. C'est quand même hyper intéressant comme chiffre. Ça justifie celle qui est secrétaire régionale du 7K, qui est vraiment une section commerciale de la FGTB de Namur. Et elle dit, et je ne m'en suis pas pris un petit indépendant, mais bien un grand groupe, c'est-à-dire une grande franchise, puis pas un petit groupe, pour un peu se dédouaner.
Mais si vous tapez, c'est le cas de Raymond, c'est hyper intéressant et symbolique, un peu. C'est tellement médiatique qui s'est passé. Vous avez justement, après la grève, tous les syndicats ont dit que c'était une réussite importante. Et le syndicat chrétien a déclaré, c'est ni train, ni tram, ni métro, ni bus, pas d'avion dans le ciel, des écoles étrangement silencieuses, des industries, des commerces à l'arrêt, le non-marchand assure l'urgence et le service indispensable. La grève nationale générale est très largement suivie du nord au sud. Toute la Belgique vit au ralenti ce lundi. Une immense clameur silencieuse s'élance pour dire non aux mesures aveugles et injustes du gouvernement Michel, dire non à l'arrogance des fédérations patronales qui campent sur leur position. C'est le communiqué qui a vraiment été fait par la Confédération des syndicats chrétiens le lendemain de la grève. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne fait pas juste une grève le 15. Depuis le début, c'est clair. Si on fait une grève générale le 15, on fait des grèves régionales préparées le 15, mais c'est sûr que s'il ne se passe rien, on continue et on fonce. Et vous avez des déclarations encore du même délégué, du même secrétaire syndical de tantôt, qui a dit 3 semaines avant la grève du 15, on évaluera les résultats après le 15 décembre. La FGTB a dit clairement sa volonté d'y aller en crescendo. C'est ce qui se passe avec les grèves provinciales et nationales de 24 heures. Nous sommes prêts à aller au-delà dans la même dynamique. S'il faut continuer en janvier, on continuera. Mais pas question de recommencer par une manifestation nord-midi, il faudra aller plus loin. La manifestation nord-midi, c'est un peu comme nous on fait ici, c'est genre Place du Canada, McGill College. C'est genre le petit trajet un peu facile. Là. Et vous avez aussi, un peu uniquement avant le 15, un congrès d'une centrale syndicale de la FGTB, qui est la centrale générale, qui est vraiment comme... actuellement, les fédérations de la FGTB sont sur une base un peu professionnelle, si on peut dire, ou par secteur de travail, mais la centrale générale regroupe, basée davantage sur une base industrielle, c'est-à-dire une catégorie quand même importante de travailleurs. Et dans ce congrès-là, ils ont littéralement dit, le congrès statutaire lance un appel aux grévistes, aux grèves et actions, jusqu'à ce que le gouvernement ouvre les yeux. C'est quand même une perspective large de mobilisation. Tu sais, c'est pas si on a telle petite affaire, c'est quand même. Il cesse un peu ce dérapage. L'évaluation de la FGTB. La FGTB attend maintenant une ouverture de la part des employeurs et du gouvernement sur les 4 balises fixées dans le cadre du plan d'action, qu'on a un peu déterminé et discuté tantôt. Et le texte se termine. Un comité fédéral se réunira le 13 janvier 2015. Ça, c'est quand même important pour si vous voulez suivre les événements. Si à cette date, on doit constater une absence d'ouverture par le chef du gouvernement et des patrons sur ces points essentiels, un nouveau plan d'action sera mis en œuvre dont les modalités seront établies dans le cadre du Front commun. Donc, l'appel est lancé et le mouvement est très loin d'être terminé. Ça, c'est justement un des slogans qui était quand même populaire vraiment au début des premières manifestations. Vraiment, le 6 novembre, c'était de pas de Thatcher en Belgique. Je vois la photo quand même, ça fait. C'est un peu pour faire un pont, prendre une gorgée d'eau, faire appel à la foule, pour savoir si vous avez des questions, en même temps prendre mon temps. Je vais les dépasser. Oui, ça vient de sonner. Hein? Mais c'est pas pire, c'est la PND. 45 minutes. 45 minutes, donc je vais prendre 5 minutes pour faire ma conclusion. Quelle leçon pour le Québec? Là, je suis allé en rafale, je suis allé assez rapidement, c'était peut-être un peu lourd, mais en même temps, on peut quand même saisir des différences, notamment des différences un peu historiques et conjoncturelles, mais règle générale, il y a des éléments intéressants qui méritent d'être quand même compris par le mouvement ouvrier québécois. C'est, premièrement, ça je l'ai abordé durant la première diapositive, premièrement, les syndicats ont des revendications concrètes. Pour l'instant, ce qui se passe présentement, c'est que vous avez chaque centrale syndicale ou chaque fédération syndicale a leur propre un peu agenda politique. Les employés municipaux se battent pour ceci, les travailleurs du secteur de la santé dont j'appartiens travaillent pour ceci, les travailleuses, mettons des garderies vont se battre pour ça, etc., etc. Tout le monde a un peu ces revendications un peu très spécifiques, tandis que là-bas, ils vont y aller vraiment de façon générale et globale, notamment pour la sauvegarde du pouvoir d'achat et justement la justice fiscale progressiste. Je suis un peu allé rapidement, mais... Ouais, Quoi? mais... Ouais, c'est bon. Deuxièmement, l'avant-garde du mouvement, c'est du secteur privé. L'objectif premier d'une grève générale, c'est de faire pression économiquement sur les gouvernements et le patronat pour l'obliger à s'asseoir à une table.
pour l'obliger à faire des concessions puis l'obliger à négocier. Donc, les secteurs névralgiques, puis on le citait un peu tantôt, c'est justement ce qui est paralysé, c'est les transports, l'industrie lourde et le commerce au détail. Ce qui est ici, si on a, par exemple, si on fait une spéculation sur une grève générale québécoise, vous auriez la majorité du système public, probablement, qui embarquerait dans le mouvement, c'est-à-dire le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, mais pas nécessairement l'industrie lourde. Je pense pas que Bombardier s'inscrirait dans ce mouvement-là, ou Provigo, ou les travailleurs de l'Obla, etc., etc., etc. Il y a, oui, évidemment, des spécificités régionales, ou nationales, ou conjoncturelles, mais ce secteur-là, si on veut vraiment construire une grève générale importante et dangereuse, il faut avoir un souci pour approcher ces catégories-là, ces secteurs économiques-là. Puis, justement, ici, le problème, c'est souvent, ça va être les syndicats les moins politisés et les plus, qu'on va appeler corpos, c'est-à-dire bien basés sur leurs propres revendications. Le troisième, c'est le mouvement syndical belge est le représentant de tous les salariés, pas uniquement de ses membres. Mais ça, c'est évidemment construit comme ça, mais ça donne quand même une idée sur un des trucs de la FGTB, c'est que si vous n'avez pas de délégation syndicale dans votre entreprise, vous prévenez votre employeur que vous êtes en grève et avec votre fiche de paie, vous vous rendez dans votre centrale professionnelle qui paie l'indemnité. L'indemnité, c'est vraiment pas beaucoup, c'est 30 €. En général, c'est quand même la moitié, c'est pas plus, même moins que la moitié d'une journée de salaire. Mais quand même, vous avez une possibilité puis une main tendue sur certains secteurs pour se mobiliser. Tous? Ouais. Et finalement, c'est la stratégie à long terme, et là, c'est là le point d'exclamation, parce que c'est là que je trouve que c'est le plus important, c'est la stratégie à long terme. Ici, on parle de grève sociale, on vote la grève sociale. Moi, j'ai 2 journées en banque de grève sociale d'à peu près 6 mois, puis on attend encore le jugement opportun. Mais on a aussi voté par après une journée de perturbation, encore là au moment du jugement opportun, puis on attend encore après. Et là, évidemment, etc., etc., etc. On fait une grosse manif. Si vous suivez un peu les courriels de refusion.org, l'infolette anti-austérité de refusion.org, là, il y avait eu un communiqué, c'est là, ça va recommencer à l'hiver. On va peut-être visiter des députés en janvier, puis faire un rassemblement populaire. C'est-à-dire faire exactement ce qu'on a fait la saison précédente, puis d'attitude d'attente. Il y a quand même un questionnement qui mérite d'être posé, puis des questions qui méritent d'être soulignées. Conclusion générale, on a parlé un peu du traitement médiatique, mais il mérite d'être quand même souligné, c'est la nécessité d'une presse, que ce soit un journal syndical, prenez la forme que vous voulez, mais qu'il y ait une presse, qu'il y ait un discours cohérent, coordonné, qui diffuse la pensée des centrales syndicales et surtout les travailleurs et les travailleuses pour casser le message de la presse en Belgique, qui est astreinte. On a pu faire une conférence juste là-dessus, c'est assez, ça paraît, c'est assez important comme problème. La nécessité d'un mouvement de masse démocratique. Les bureaucrates vont trahir. C'est assez simple, carré de même, mais comme je vous l'ai dit, c'est une grève générale qui est déclenchée par les hautes sphères syndicales. Et aussi, le rôle politique du Parti socialiste n'est pas étranger au déclenchement de cette grève générale-là, qui est quand même historique et qui n'est jamais vu depuis 30 ans. La dernière grève générale en Belgique qui a eu lieu, c'était en 1986, puis c'était uniquement le secteur public. Là, c'est partout. Donc, évidemment, si, par exemple, le PS reviendra au pouvoir après la chute du gouvernement, ou s'il y aurait 2-3 concessions que les appareils syndicaux décideraient d'accepter pour rentrer, parce que ça peut devenir dangereux. Si le mouvement continue, c'est clair que la question du pouvoir peut se poser, puis c'est clair qu'il y a des dérapages. Vous voyez, ça peut aller loin, ce mouvement-là. Donc, évidemment, c'est la nécessité d'un mouvement de masse de base qui mobilise la base, qui coordonne les travailleurs à la base, justement pour faire contrepoids à l'orientation puis aux volontés politiques des hautes sphères syndicales. Et aussi, l'autre enseignement ou la bonne morale, c'est la lutte passe par le mouvement ouvrier existant. Si vous faites abstraction du mouvement syndical existant, c'est-à-dire le mouvement ouvrier organisé maintenant, vous laissez le champ libre aux bureaucrates syndicaux pour faire ce qu'ils veulent. Et le gars du bowling, ça c'est... Évidemment, ça dit ce que ça veut dire. Non, mais pour résumer, c'est mon truc mémotechnique pour me faire rappeler à moi-même des trucs à dire. C'est mon père joue au bowling et quand le gouvernement Couillard est rentré au pouvoir, le monsieur a dit à mon père littéralement, tu sais, les syndicats doivent prendre le pouvoir. Grosso modo, ce que ça veut dire, ou à tout le monde comment moi j'interprète ce que le monsieur a dit à mon père, les syndicats doivent prendre le pouvoir, c'est-à-dire que la seule alternative qui nous reste, c'est le mouvement ouvrier organisé. C'est pas le PQ qui va nous sauver, c'est pas le Parti libéral, puis c'est pas la CAQ.
puis Québec solidaire, il doit peut-être pas savoir que ça existe, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? On va dire que c'est quand même une question importante, puis ça souligne le fait que dans un mouvement, même de revendication économique, la question politique se pose. Et là, je vais y aller rapidement, mais cette question-là, comme je vous ai dit, historiquement, la FGTB a des liens très historiques avec le Parti socialiste. Il y a déjà eu des nombreux débuts de rupture des bases syndicales avec la FGTB, avec le Parti socialiste, pardon. Donc, notamment, la fédération FGTB de Charleroi-Soudaino, qui en 2012 avait fait un appel pour rompre politiquement avec le PS, et cet appel-là a été entériné au congrès de la Confédération générale en fin de semaine. Donc, vous avez 400 000 travailleurs à l'intérieur de la FGTB qui rompent officiellement avec le Parti socialiste et qui posent la question d'une alternative politique au Parti socialiste. C'est quand même une rupture historique. Et l'appel de la FGTB était notamment, disait à peu près ça, c'est le président de la FGTB Charleroi-Soudaino qui disait, grosso modo, nous avons besoin d'une nouvelle stratégie politique, car sans rallye politique fort à gauche, nous sommes condamnés au recul en permanence. Au mieux, nous limitons les dégâts, mais sur le long terme, c'est le pire qui détruit toutes nos conquêtes. Pour changer les rapports de force face au patronat et à la droite, nous avons besoin d'une FGTB forte et d'une nouvelle force politique à gauche digne de ce nom. La critique, la rupture avec le PS est claire et totale. Et évidemment, qui pose la question politique, pose la question du pouvoir. Et je vais terminer là-dessus. Désolé d'avoir empiété d'une dizaine de minutes, mais on va quand même se finir sur une citation intéressante, justement, d'une interview que le camarade du PSL en Belgique a faite avec un travailleur d'économie, d'Econocom. C'est une boîte de technologie, là, sur un piquet de grève. C'est le gouvernement nous dit toujours qu'il n'y a pas d'alternative à l'austérité, mais regardons ce que l'austérité a donné dans le reste de l'Europe. L'austérité et la compétition capitaliste qu'ils organisent entre travailleurs tirent toute la société vers le bas. Dans chaque domaine, le système doit changer. Nous avons besoin d'une révolution. Je ne dis pas que cette grève-là est encore révolutionnaire, mais porte des germes d'une situation révolutionnaire si ce mouvement-là va à terme. Et évidemment, ce mouvement-là mérite d'être suivi dans les prochaines semaines. C'est hyper intéressant. C'est comme un petit laboratoire. Magnifique. Merci, c'est ça. Bon, moi, je n'ai malheureusement pas de PowerPoint, mais j'ai quand même un beau tableau ici de la composition du Parlement, dont je vais reparler un petit peu tout à l'heure, mais très brièvement, parce que, bon, Bruno Pierre a abordé le point tout à l'heure. Moi, Julien Dagneau, je suis étudiant socialiste et alternative socialiste. Durant les dernières semaines, je suis allé justement en Belgique rencontrer les camarades du Parti socialiste de lutte, qui est la section du CIO là-bas en Belgique, recueillir des témoignages justement de comment ça se passe là-bas à la grève générale, comment les camarades interviennent d'une façon révolutionnaire dans le travail syndical qui se passe là-bas. Puis en fait, c'est ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, le rôle des organisations révolutionnaires dans les mobilisations ouvrières. Un peu aborder, bon, pourquoi s'impliquer dans les syndicats, de un. Ensuite, pourquoi s'organiser aussi dans une force politique. Puis ensuite, donner un peu d'exemple de qu'est-ce qu'eux ont fait là-bas, puis qu'est-ce que ça a été la gradation un peu de leur travail. Donc bon, d'abord, c'est une question que je leur ai posée là-bas aux camarades, c'est pourquoi s'impliquer dans un syndicat et dans un groupe révolutionnaire. En fait, il y a différentes raisons pourquoi être un bon militant syndical, mais sans attache politique, c'est pas suffisant pour mener le combat social auquel on est confronté. En fait, il y a assez de gens dans la gauche qui sont en mesure de faire un super bon travail organisationnel. Tu sais. Les structures syndicales s'occupent déjà, du moins en principe, de la défense des intérêts quotidiens de leurs membres. Cette lutte économique-là est censée être menée par les directions syndicales, en fait, bon, par l'appareil, mais ce qu'on voit d'une façon de plus en plus prononcée de ces dernières années, c'est un peu un abandon même de cette lutte économique-là. Puis ce qu'on voit actuellement, c'est une lutte qui est de moins en moins efficace. Heureusement, bon, depuis la crise, il y a comme un regain de combativité, mais qui ne vient pas des directions syndicales, la plupart du temps, qui vient de la base. En fait, la lutte, bon, on a un bon exemple ici avec la lutte du Front commun intersyndical, qui donne un peu l'exemple d'une bataille où il n'y a pas de revendication porteuse, ni de plan d'action qui est en mesure de renverser les politiques d'austérité, puis qui voit plus loin un peu que les intérêts immédiats des membres de ces syndicats-là. Ce qui est justement pas le cas en Belgique, comme Bruno Pierre
nous l'a parlé tout à l'heure. En fait, ce qui est la grande absente, là, ici, comme ailleurs, c'est la dimension politique de la lutte syndicale. Puis, c'est ici que le rôle des militants marxistes révolutionnaires devient essentiel. Puis, pour être en mesure de se réaliser, en fait, les revendications économiques des syndicats doivent être doublées de leur aspect politique. Puis, ça veut dire qu'il faut qu'elles visent l'État, qu'elles visent son pouvoir. Puis le rôle des marxistes révolutionnaires là-dedans, c'est de transformer les syndicats en outils pour justement pour le mouvement révolutionnaire de la classe des travailleurs. Bon, là, je vais revenir un peu avec des éléments théoriques sur la nécessité de travailler dans les syndicats. Dès 1866, lors du congrès de l'Association internationale des travailleurs à Genève, Karl Marx soulignait déjà la nécessité, la légitimité et la fécondité du mouvement syndical. En fait, il disait que les syndicats, qui peuvent étendre leur influence à tous les producteurs dans la société, constituent la base la plus large et la plus solide pour le prolétariat organisé. Marx affirmait aussi que les syndicats ont le devoir de soutenir tout mouvement social et politique qui tend à l'émancipation totale de la classe ouvrière. Toutefois, ces syndicats-là ne doivent pas devenir des organisations étroites ou égoïstes, ce que plusieurs maintenant appellent des organisations corporatistes, en fait. Mais Marx soulignait aussi les limites des syndicats dans le contexte de la société capitaliste. Bref, il disait que le mouvement syndical, c'est juste une des formes, un des degrés de l'organisation du prolétariat dont le but est de faire de celui-ci la classe dominante. Déjà dans la misère de la philosophie, Marx affirmait que les syndicats sont les centres d'organisation de la classe ouvrière, une forme primitive de son organisation de classe, mais ce n'est pas les centres d'organisation, les premières cellules de la future société socialiste. Donc ça, c'est la dimension politique qui déborde de la stricte action syndicale. De son côté, le révolutionnaire russe Léon Trotsky lui abondait dans le même sens dans son texte « Les syndicats à l'époque de la décadence impérialiste », qui a toutefois été écrit en 1940. Lui, il affirmait en fait que le travail révolutionnaire dans les syndicats n'a absolument rien perdu de son importance depuis les écrits de Marx, même en dépit de la dégénérescence des syndicats, de dégénérescence continuelle, qui est due à l'emprise de sa bureaucratie, en raison de leur intégration progressive à l'État capitaliste, comme il se passait dans différents pays où les syndicats devenaient directement des appendices de l'État. Trotsky soutenait que les marxistes doivent s'impliquer dans tous les types de syndicats. Là, il allait loin. Il disait même les syndicats fascistes, anarchistes, chrétiens, réformistes, communistes, pour la bonne raison qu'on ne peut pas choisir le champ ni les conditions de notre activité selon nos seuls désirs ou nos aversions. Il est nécessaire de nous adapter nous-mêmes aux conditions concrètes existantes dans les syndicats de chaque pays afin de mobiliser les masses, non seulement contre la bourgeoisie, mais aussi contre le régime totalitaire régnant dans les syndicats eux-mêmes et contre les leaders qui renforcent ce régime. Trotsky prenait l'exemple extrême de l'Allemagne nazie. Il était directement dans la marche triomphante du nazisme. Il expliquait qu'on ne peut pas tourner le dos aux travailleurs et aux travailleuses allemandes juste parce qu'ils sont dans un État totalitaire. En fait, on ne peut pas renoncer à militer dans les organisations du travail obligatoire qui ont été créées par le fascisme. Faut d'une manière ou d'une autre, tenter de s'y impliquer et d'y mener un travail qui était évidemment illégal puis clandestin. On s'entend là-dessus. Mais l'objectif derrière, c'est d'obtenir de l'influence, d'avoir l'influence la plus étendue possible sur la classe ouvrière au sein même de ses propres organisations de masse, qui sont les syndicats. Différentes formes de syndicats. C'est l'approche inverse qu'adoptent plusieurs groupes antisyndicaux montréalais, par exemple, comme dans une certaine mesure l'IWW, le Parti communiste révolutionnaire, comme TSTAT, les Spartacistes ou encore les groupes internationalistes ouvriers. Pour Trotsky, chaque organisation, chaque parti, chaque fraction qui prend une position ultimatiste à l'égard des syndicats, c'est-à-dire qui en fait tourne le dos à ces organisations-là, même si c'est les organisations qui émanent de la classe ouvrière et qui les rassemblent en masse, simplement parce que ces organisations-là ne lui plaisent pas, ben ces groupes-là sont condamnés à périr. D'autre part,
Là, je vous parlais de la nécessité de travailler dans des syndicats, même les syndicats jaunes. D'autre part, il y a la nécessité aussi de s'impliquer dans un groupe politique, la nécessité d'avoir une boussole politique pour orienter son travail. Ce qu'un militant révolutionnaire est capable d'offrir dans un syndicat, c'est une alternative, c'est une boussole politique avec ses analyses, ses slogans, ses revendications puis ses stratégies de lutte. En fait, ces militants-là, ils ou elles, ils ne formulent pas ces analyses-là, ces slogans-là, ces revendications-là une fois que le mouvement est lancé. Ils sont capables d'avoir un pas d'avance sur ce qui se passe. Ils sont capables de déjà voir les choses aller avant même que ça débute. En Belgique, les camarades syndicalistes du PSL ont été très patients durant les années où le mouvement social était plutôt au ralenti. Eux s'occupaient à construire leur autorité syndicale en étant les meilleurs combattants possibles sur toutes les batailles qui pouvaient surgir. Mais lorsque le mouvement a éclaté, lorsque le mouvement commence à prendre, bien, toutes les réunions, toutes les discussions, toutes les analyses qui ont été faites au préalable dans le PSL, bien, ça les aura préparés à agir directement sur le terrain avec les meilleurs mots d'ordre possibles, avec les meilleures revendications possibles. Un groupe politique, c'est la pratique coagulée des luttes, en fait. C'est une mémoire qui aide à préparer les prochaines batailles. Puis, militer dans un groupe politique, c'est-à-dire analyser l'environnement politique, analyser les rapports de force qui se passent, c'est se donner les moyens de bien construire un syndicat. Les militants politiquement organisés, eux, quand ils sont sur le sens du monde, peuvent bénéficier d'une perspective claire sur les enjeux sociaux qui se défilent. Ça leur permet de mieux comprendre les mesures des patrons, puis de mieux savoir les combattre. En fait, si on est en mesure de créer des organisations de combat, c'est si nos armes sont bien aiguisées en conséquence. Puis, on ne peut pas uniquement bien les aiguiser sur la base du travail syndical. Il faut lier ce travail-là avec celui d'une politique révolutionnaire. Même les meilleurs délégués syndicaux ont besoin d'une nourriture politique. Quand un syndicaliste veut devenir, par exemple, politiquement combatif, ça, c'est une avancée. Mais inversement, quand il y a un militant combatif veut uniquement se rabattre sur faire du syndicalisme, même si c'est un syndicaliste de combat, là, on assiste à un recul. Parce que si, en fait, un militant n'est pas en mesure de combattre les préjugés de ses propres collègues de travail par rapport à ses affiliations politiques, bien, il y a peu de chances que ce même camarade-là soit en mesure de combattre ceux qui ont véritablement un pouvoir sur lui ou elle, c'est-à-dire ses patrons. On peut prendre un exemple historique là, qui nous ramène à la Belgique des années 70, ou un exemple qui concerne la Ligue communiste révolutionnaire de Belgique, qui était la section de la 4e internationale là-bas dans le temps. L'orientation de ce parti trotskiste-là, à l'époque, qui comprenait là, des centaines, voire des milliers de membres, qui était quand même une force, ben, l'approche du parti, c'était de transformer un peu tous ces militants et ces militantes en délégués syndicaux puis étudiants. Puis du coup, ben, certains de ces éléments-là ben, ont fini dans les bureaucraties syndicales ou dans le Parti socialiste ou dans les ONG. Bref, le prix à payer pour avoir un peu dilué ses principes, ça a été l'existence même de ce parti-là, qui maintenant représente vraiment plus grand-chose. Où je veux en venir avec ça, c'est que si les militants syndicaux n'ont pas d'input, s'ils n'ont pas de discussion à l'intérieur d'une instance politique qui est extérieure à leur syndicat, s'ils sont laissés eux-mêmes à agir dans leur association étudiante ou dans leur syndicat, ben, il y a de bonnes chances que la pression des patrons, que la pression des délégués, des collègues de travail finissent par les tordre puis les briser. Dans un lieu de travail où c'est peu ouvert à la combativité, les militants révolutionnaires peuvent facilement être isolés. Ça dépend de la conscience politique des collègues, qui peuvent être de bonne foi, sauf qu'ils ne savent pas forcément comment faire face aux menaces patronales. Mais en appartenant à un groupe politique organisé, ces militants-là se retrouvent jamais seuls. Certes, le travail syndical permet de sentir l'état de la conscience de classe, l'état de la conscience politique des gens, mais pour être en mesure de bien interpréter, il
faut que le thermomètre ait été préalablement gradué à l'aide d'un bagage politique, en fait. La nature en tant que telle du travail syndical, ça ne permet pas de faire prendre conscience aux travailleurs et aux travailleuses de leur propre intérêt de classe, qui sont opposés aux classes dirigeantes, puis de la nécessité de les défendre politiquement. S'il n'y a pas de... si la conscience, si une lutte économique n'est pas transposée dans l'arène politique d'une manière ou d'une autre, même un mouvement aussi massif qui soit, va risquer par tomber. Puis la grève étudiante de 2012, ici au Québec, c'est le meilleur exemple qu'on peut trouver pour appuyer ce que je viens de dire. Là, je voudrais embrayer sur la situation politique en Belgique, comme un peu Bruno Pierre l'a décrit tout à l'heure. Je vais aller un peu vite là-dessus. En fait, minée par l'austérité depuis les années 70, ben, la Flandre a vu apparaître une myriade de partis nationalistes de droite, comme le NVA, l'Alliance flamande, en fait, ainsi qu'un parti indépendantiste néo-nazi, le Vlaams Belang. Par exemple, il y a eu une série de déréglementations qui ont été opérées davantage en Flandre qu'en Wallonie, qui ont favorisé l'implantation de multinationales en Flandre au désavantage de Wallonie. En fait, il y a eu... L'austérité a été beaucoup plus implantée en Flandre qu'en Wallonie. Puis, après les élections de mai 2014, ben, le NVA est devenu le premier parti de Belgique, comme Bruno Pierre le disait. En fait, la façon dont ça fonctionne, ça, c'est pas le bon. Bon, ça, c'est le Parlement fédéral. En fait, comme Bruno Pierre le disait tout à l'heure, ça, c'est le gouvernement de droite dure. Les indépendantistes flamands, les chrétiens-démocrates, puis les libéraux. Puis, ben ça, c'est l'opposition, en fait. Puis ça, c'est le PS néerlandophone, puis le PS francophone. Puis c'est comme je disais, c'est historique. C'est la première fois qu'il y a un gouvernement de droite aussi dur qui se passe. Historiquement, les trois partis piliers de la démocratie belge, c'est les chrétiens-démocrates, les libéraux, puis le PS. Puis la façon dont ça fonctionne, c'est un peu tout le temps les chrétiens-démocrates qui collent la shot, dans le sens où soit qu'ils se tournent à droite pour faire une coalition gouvernementale tripartite, soit qu'ils se tournent à gauche pour faire un autre type de coalition. Cette fois-ci, ils ont tenté les indépendantistes flamands. En fait, les indépendantistes flamands, eux, ils bénéficient de l'appui de la petite bourgeoisie flamande, qui est particulièrement les petits commerçants frustrés des privilèges des grands capitalistes belges, qui, eux, sont plutôt représentés par le PS, puis les libéraux, les chrétiens-démocrates. Pour la première fois, la petite bourgeoisie flamande est capable de concurrencer politiquement les grands capitalistes belges. Puis, en fait, le NVA l'a quand même bien joué cette fois-ci, parce qu'ils ont refusé le poste de premier ministre, qu'ils ont laissé aux libéraux. Puis, les libéraux, en fait, se sont comme sacrifiés, parce que le seul parti francophone actuellement, c'est les libéraux ici. Puis eux ont pris le poste de premier ministre, donc c'est eux qui ont comme le fardeau d'implanter l'austérité. Fait que c'est un peu sur eux que la marque va tomber, parce que c'est eux qui sont à la tête de l'État. Mais ça, c'est leur rôle historique, les libéraux, de se sacrifier constamment dans la politique belge. Donc les mobilisations massives qui déferlent en ce moment sur la Belgique, ben, ils découlent d'une situation bien particulière. Celle du Parti socialiste qui se retrouve dans l'opposition pour une première fois depuis des années, la FGTB qui se laisse aller, puis ensuite les attaques brutales du gouvernement qui, pourtant, durant les 4 dernières années, le PS, qui a été justement à la tête du gouvernement, s'est pas gêné pour instaurer sa propre austérité. C'est sûr qu'elle n'était pas aussi brutale que ce qu'on connaît en ce moment, mais ça s'est quand même implanté au fur et à mesure. Parce que pour le capitalisme belge, la coalition la plus stable pour assurer sa politique, ça reste le PS, les chrétiens-démocrates, puis les libéraux. Mais dans le cas d'une démission du gouvernement actuel, à la suite d'un mouvement de grève, il se pourrait qu'en fait, il y ait une recomposition du gouvernement si les chrétiens-démocrates décident de refaire une autre coalition avec d'autres partis, par exemple le PS.
ça se peut qu'il n'y ait pas d'élection. Ça se peut qu'il y ait juste à reformer un nouveau gouvernement pour essayer de calmer le jeu. Donc ça, c'est une virtualité qu'il y a en ce moment. Maintenant, un mot sur le rôle du Parti révolutionnaire. En fait, le rôle du Parti révolutionnaire dans les mouvements de masse, celui que le PSL a tenté d'épouser. Pour le PSL, il s'agit de poser le pied dans la lutte avant même que le mouvement de masse se développe par lui-même. L'image qu'on me donnait quand je parlais un peu avec les camarades, c'était on ne peut pas orienter un train en montant dedans une fois qu'il a été lancé. Puis l'approche transitoire qui est utilisée par le PSL, elle consiste à pointer la prochaine étape de la lutte. L'histoire, c'est pas de tout le temps réciter des mantras et des slogans creux comme révolution, seule solution ou grève générale illimitée à tout moment, n'importe quand, n'importe où. Oui, c'est sûr qu'un militant révolutionnaire va vouloir faire la révolution, puis qu'à un moment donné, il va avoir la nécessité d'avoir une grève générale illimitée pour casser le pouvoir. Sauf que c'est pas tout le temps le cas immédiatement. C'est pas la prochaine étape qu'il faut franchir, c'est pas stratégiquement le mot d'ordre, le slogan qu'il faut sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'y penser. De plus, il m'expliquait que c'est erroné de penser que de pouvoir construire un parti révolutionnaire, ça peut se faire en parallèle des mouvements de masse. Les groupes révolutionnaires, ils doivent en faire partie, en fait. Ils doivent être organiquement liés à ces mouvements-là. On ne construira pas un véhicule politique nécessaire à l'édification d'une société socialiste à la dernière minute, au moment décisif de la révolution. En refusant d'intervenir dans les initiatives des masses, dans leur organisation de masse, ben, on risque de demeurer des communistes de cave ou ben, des révolutionnaires de salon. Fait que ça, ben, je pense qu'il n'y a personne ici qui veut rester à ce stade-là. Eux, le PSL, la façon dont ils sont intervenus, dès septembre, avant même que le gouvernement soit formé, le gouvernement a été formé le mi-octobre, en fait, il prévoyait déjà l'orientation de droite dure qu'il allait avoir. En conséquence, ben, ici, par exemple, le slogan de leur journal, c'était, mettait l'accent sur le rôle essentiel qu'un mouvement de masse devait jouer. Bon, c'est des attaques inédites sur l'index, la sécurité sociale, l'enseignement, les services publics, le droit de grève. Seul un mouvement de masse pourra stopper ça. Donc ça, c'est dès septembre. D'une part, le PSL, il braque ses projecteurs sur le rôle du mouvement syndical là-dedans, à travers l'intervention de ses militants syndicaux. Le 23 septembre, il y a un premier rassemblement du Front commun intersyndical qui rassemble environ 5000 personnes. D'autre part, les camarades du PSL se mettent à construire une campagne de grève dans 6 lycées flamands parce qu'en Flandre, le gouvernement hausse les frais de scolarité. Puis bon, une série de coupures qui attendent les étudiants et les étudiantes à l'université. Puis du coup, le PSL décide aussi de ne pas attendre la rentrée de janvier, de tout de suite s'attarder à mobiliser les étudiants. Puis le 22 octobre, il y a 800 élèves qui débrayent à Gand pour rejoindre le plan d'action syndicale. Sans l'intervention des camarades, là-dessus, il n'y aurait juste pas eu de mobilisation étudiante. Donc c'était de lier les combats entre eux qui ont permis de créer un momentum. En ce sens-là, il convient de souligner la pertinence de l'initiative du comité Printemps 2015 ici, à l'UQAM puis ailleurs aussi, qui est un peu dans cette dynamique-là. On ne va pas attendre que ça nous tombe sur la tête, on va s'organiser tout de suite. En octobre, là, 2 semaines avant la formation du gouvernement, ben là, le slogan, c'est « Pas de Thatcher en Belgique ». Le mot d'ordre, c'est qu'il nous faut un plan d'information et d'action contre le gouvernement de droite dure. Donc là, l'idée derrière le plan d'action, c'est celle d'une gradation des moyens de pression, d'un processus où chaque action s'appuie sur la précédente, de sorte que le mouvement se renforce. C'est le slogan qu'ils ont poussé pendant quelques semaines, puis le plan syndical a fini par arriver à la mi-octobre, à peu près au lendemain de la formation du gouvernement. Le 6 novembre, ben, c'est la manifestation monstre de 120 000 personnes qui déferlent. Par la suite,
les négociations sur la nature du gouvernement puis de la période dans laquelle la Belgique entre deviennent une super bonne stratégie d'intervention pour les camarades là-bas. Cette approche-là permet de développer la conscience politique puis de tirer les conclusions sur les perspectives de construction d'une alternative politique en faveur des travailleurs. Parce que là, on arrive en novembre, après la grosse manifestation, où là, les gens se demandent, ben oui, on a bien beau manifester, on a bien beau vouloir que ça change, mais là, il faudrait peut-être penser destituer le gouvernement. Donc là, en novembre, ça devient un nouveau mot d'ordre. En fait, grève jusqu'à la chute de Michel Ier. Mais ça ne se limite pas juste à ça, ça ne se limite pas juste à dire Michel dehors. Le but, c'est de s'attaquer à la dynamique d'austérité au complet. C'est de s'attaquer au gouvernement, mais aussi à la fausse opposition du Parti socialiste, qui en fait est tout aussi néolibéral que les autres. Donc, c'est de s'attaquer, oui, de vouloir la chute de Michel Ier, mais aussi de vouloir la chute de toute l'austérité. Au dire de l'ex-premier ministre socialiste, Elio Di Rupo, il reconnaît lui-même que 70% des attaques antisociales que le gouvernement mène en ce moment, ben, ça vient de son propre mandat à lui, de 2011-2014. À sa place, je m'en rentrerai pas. Ainsi, dès la mi-novembre, les camarades du PSL ils posent la question d'un contre-pouvoir de la classe des travailleurs. Question qui est le point faible, en fait, du plan d'action syndicale. Celui sur lequel, justement, il n'y a rien vraiment formulé. Il faut donc penser la formation d'un gouvernement qui défendra aussi fermement les intérêts des travailleurs et des travailleuses que le gouvernement actuel défend ceux des patrons. Entre-temps, donc déjà en novembre, les capitalistes puis leur gouvernement ont eu la chienne. Puis les chrétiens démocrates ont proposé un nouvel impôt sur le capital. Une revendication, une proposition que le PS a repris un peu, lui, dans son spin. En tout cas, eux espèrent que ça va calmer le jeu un petit peu. C'est oui, on va taxer plus les riches, puis rentrer chez vous, s'il vous plaît. Puis là, les élites belges, en fait, elles espèrent, elles font le pari que le mouvement ne continuera pas après les fêtes. Que là, il y a eu la grosse grève générale de 15, que le monde, ils vont être contents, puis ils vont aller se coucher. C'est pour ça que depuis la mi-décembre, le PSL défend le slogan, le point d'établissement d'un deuxième plan d'action qui va être plus massif puis plus dur vers une grève générale de 48 heures. Donc là, on fait un step de plus. Même si la participation au mouvement de grève actuellement est déjà massive, il y a beaucoup de potentiel qui n'a pas été exploité. Je m'explique là. La large sympathie que la population voue justement à la lutte en ce moment, au mouvement, elle ne s'est pas forcément traduite en participation active. Le but, c'est que ça soit une grève de tous les travailleurs et travailleuses avec l'aide des syndicats. Pas que ça soit la grève des syndicats ou la grève des appareils. Appeler à une grève générale illimitée à ce moment-ci, pour les camarades, ça demeure prématuré. Dans le sens où ça signifierait laisser le potentiel actuel inexploité. Ça risquerait d'isoler les plus convaincus, la grande masse du monde, puis de diviser le mouvement, en fait. Puis, on peut retrouver un peu ce type de dynamique-là dans le comité printemps 2015 à l'UQAM. Par exemple, aux différentes manifs internes qu'il y a eu, ou durant les dernières journées de grève aussi qui se sont déroulées ici, où même si techniquement, il y avait des milliers et des milliers et des milliers d'étudiants qui étaient en grève, c'était une poignée de militants là, qui étaient dans la rue puis qui étaient dans les activités. Donc, en fait, le point, c'est que une armée qui s'est juste attaquée, elle a perdu d'avance. Il faut être en mesure de faire un pas en arrière si on va être en mesure d'en faire deux par en avant. Puis c'est pour ça qu'actuellement, dans le contexte belge, les camarades du PSL, eux, ils préconisent la tenue d'une grève générale nationale de 48 heures. Puis si le gouvernement n'a pas tombé à ce moment-là, là, la grève va devoir devenir illimitée. Donc,
il faut aussi garder en tête que si les Belges ils perdent cette bataille-là, c'est une question de très très peu de temps avant l'élimination pure et simple de l'indexation automatique des salaires, puis que toute la sécurité sociale passe au cash. Donc, ils ont intérêt à l'amener comme il faut, cette bataille-là, s'ils ne veulent pas que les scénarios des années précédentes, depuis la crise, se répètent. Avec un PS qui revient, qui dit « OK, je vous donne ci, ça, ça », puis qui, dans le fond, on continue à couper un peu partout. Mais moins vite. Les plans d'action, en fait, la forme que ce type de plan d'action-là pourrait prendre, eux préconisent l'organisation d'une grande réunion du Front commun syndical au début janvier avec quelque chose comme 10 à 20 000 participants pour qu'ensuite, pour discuter et légitimer le plan d'action, ça soit remis en vote dans les assemblées de personnel dans tous les milieux de travail. Des types d'assemblées où les discussions des gens peuvent contribuer à élaborer une véritable alternative politique pour leur projet. Une assemblée qui donnerait vie par la base, par entreprise, par secteur, à un programme de revendication de travailleurs et de travailleuses. Bruno Pierre le soulignait tout à l'heure, la FGTB de Charleroi et de Sud Hainaut appelle depuis 2 ans déjà tous ceux à gauche de la social-démocratie et des Verts à s'unir dans un vaste parti de gauche. Ici au Québec, je finis un peu avec ça. Je dirais dans le fond, on était juste placer quelques réflexions pour qu'on puisse en discuter après. Mais de mon point de vue, ici, serait clairement prématuré de parler d'une grève générale nationale illimitée ou de grève sociale en tant que telle. Les campagnes du Front commun intersyndical puis des employés municipaux n'ont pas, sinon trop peu, de revendications qui concernent davantage que les intérêts de leurs propres membres. Il n'y a pas, contrairement aux revendications justement des centrales belges qui parlent de pouvoir d'achat, que ça s'applique à tout le monde, qui parlent de retraite, que ça s'applique à tout le monde. Là, actuellement, dans les combats, on se cantonne aux intérêts des employés qui sont couverts par la convention collective. Puis ça facilite pas, puis ça crée pas le pont avec le reste de la population. Puis du côté du plan d'action, ici, il n'y a pas de plan d'action qui a été discuté ni décidé par la base des syndicats. Ça, j'ai pas eu d'écho par rapport à ça. Ça se décide quand même dans les hautes arcanes, dans les instances pas mal plus supérieures. Depuis le discours actuel des directions syndicales, ils ne s'opposent pas complètement à la logique d'austérité. Souvent, c'est ça on n'aime pas ça, ça on est contre, mais ça on n'en parlera pas, ou ça, ok, on va l'accepter jusque dans une certaine mesure. Mais si on ouvre la porte à, ok, il y a certaines hausses, il y a certaines coupures qu'on peut laisser, là, on se désolidarise, puis là, dans le fond, on vient mettre la hache dans une solidarité beaucoup plus grande qu'on pourrait créer. Toutefois, les grandes manifestations de l'automne ont mis la table pour une journée de perturbation nationale ou pour une journée de grève nationale de 24 heures. Mais ça, c'est un mouvement qui reste à consolider et à bâtir comme il faut. Mais bref, là, d'après ce que justement Bruno Pierre nous disait tout à l'heure à propos du plan d'action syndicale qui consisterait à aller voir des députés et faire peut-être une autre manif en quelque part, clairement que les gens ils sont rendus plus loin que ça. Clairement que les gens ils veulent bouger plus que ça puis ils sont prêts à autre chose. Mais il faut qu'on s'attende à ce que les directions freinent ces ardeurs-là. Bref, ce qu'on a besoin, c'est d'un plan d'action démocratique contre le gouvernement puis contre l'austérité qui l'impose. C'est de plus en plus pertinent de penser, de parler, de jeter le gouvernement de couillard dehors. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer après ça? On aura bien beau jeter couillard dehors, c'est pas un secret de polichinelle que... en tout cas, bref, le réflexe des grandes centrales syndicales, c'est de se retourner vers le PQ. Puis, d'après ce qu'on a vu avec le gouvernement Marois, je pense qu'on ne sera pas sorti de l'auberge si on opte pour ça. Donc là,
tout cas, j'espère que vous voyez le parallèle entre le PS et le PQ, puis le même réflexe des centrales syndicales avec le parti du moins pire, du moindre mal, en fait, qui est tout à fait efficient ici. Donc, ben, je vais arrêter avec ça. Puis, si vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu, si vous voulez en discuter plus longuement, ben, je vous encourage à venir nous voir à Étudiants socialistes et à Alternative socialiste pour qu'on continue d'en discuter et puis qu'on milite ensemble. Alors, merci beaucoup. Okay, tu veux pas faire une discussion? Hein?